Rabelais d'avril, défi 30 fois Rabelais, on est le 20. Et attention, on va au sommet. C'est où le sommet? C'est les fous. Alors l'histoire des fous, on est toujours dans le tiers-livre, donc on explore chaque fois un personnage qui représente un certain mode de parole. La fonction du fou, elle est particulière. Le roi de France a un fou auprès de lui, ça a été Caillette, maintenant c'est Triboulet. La fonction du fou, c'est de dire ce que personne n'ose dire au roi. Puisqu'il est fou, il a le droit de le dire, on ne peut pas lui en tenir rigueur. Donc c'est un personnage extrêmement important et qui est capable de tenir l'audace, la subversion, la métaphore, le truc qui vous fout complètement en l'air. Donc c'est pas une fonction de douce folie, c'est pas une fonction délirante, le fou, c'est l'organisation du monde à l'envers, ce qu'on doit à ce russe qui s'appelle Bakhtin, qui a beaucoup travaillé sur ces formes de fête des fous, de carnaval, etc. Alors Rabelais, à un moment donné, on va trouver le fou. Simplement, le fou, il est avant les 4 figures qui terminent. Le théologien, le médecin, le juge et le philosophe, Trouillogor, qu'on a vu. Ceux-là, c'est ceux qui ont l'autorité de parole. Donc le fou, il appartient juste à la catégorie avant, ceux qui sont comme le sourd-muet de naissance, ceux qui sont prisonniers de leur dire, prisonniers qui ne maîtrisent pas, et justement qui sont intéressants à écouter parce qu'ils n'ont pas pouvoir sur leur propre parole. Et Rabelais nous fait un coup génial. Alors on est toujours la Loire qui, jusqu'à très peu de décennies, était une grande artère de navigation, évidemment, un grand moyen de roulage avec ses barques à voile à fond plat. C'est une ressource, il y a des pêcheurs, etc. Les villes sont au bord de la Loire. Regardez Eugénie Grandet. C'est quoi Eugénie Grandet? C'est le réalisme de Balzac à Saumur? Ah ben vous y êtes pas du tout. C'est la première fois qu'avec sa grande chérie, Madame de Berny, ils ont le droit de se cacher pendant 10 jours ensemble ou 2 mois ensemble, ne mégotons pas. Là, juste là où j'habite, là, à Saint-Cyr-sur-Loire, à 300 mètres d'ici, à la Grenadière, eh bien, ils vont prendre un bateau, un de ces bateaux qui va les emmener voir la mer. Balzac n'a jamais vu la mer. Et à Guérande, il en ramènera les images de Béatrix. Il en rapportera les images qui vont faire cet étrange récit qui s'appelle Un drame au bord de la mer avec Louis Lambert qui vient retraverser, faire retour ce matin-là, quand ils partent à 4 heures du matin d'ici, là, juste au bout de ma rue, au ponton de Saint-Cyr-sur-Loire. Quelques heures plus tard, on arrive à Saumur, c'est le matin, il y a le marché, les tonneliers. Et c'est dans cette perspective-là, les 40 minutes qui vont être arrêtées à Saumur, que Balzac va prendre tout l'essence d'Eugénie Grandet. Alors, pourquoi je raconte ça? Parce que Rabelais, c'est par là-bas qu'ils sont, pas Saumur, mais en avant. Chinon, c'est sur la Vienne, mais la Loire, le Camp, Montsoreau, là où il y a... Tout ça, c'est son terrain, c'est là où se passe l'histoire du tiers-livre. Ils arpentent sans cesse le pays. Eh bien, on a besoin du fou. Qu'est-ce qu'on fait? On l'envoie chercher. Et Triboulet, il est où? Eh bien, il est auprès du roi de France, il est à Blois. Alors tout ça, évidemment, c'est pas évoqué dans le tiers-livre, mais on va chercher Triboulet à Blois, et il va lui falloir 3 semaines, ce qui est complètement aberrant. Mais à quoi ça sert ces 3 semaines? Eh bien, tout d'un coup, le fou va débarquer précisément, non pas à sa place logique d'après la fonction de narration qu'il occupe, mais comme place ultime, centrale. Et pour justifier de ce qu'est la raison du fou, de là où nous élève, de là où nous emporte, où nous emmène avec lui, la sagesse, eh bien voilà l'histoire que Rabelais raconte. Alors je désamorce tout de suite. C'est pas une histoire à lui, c'est une histoire traditionnelle, c'est une histoire qui vient du Moyen-Âge, qu'on trouve dans Patelin, etc. C'est un apologue, mais ce qu'il en fait, c'est un poème. J'oublie de dire que cette lecture est dédiée à mon frangin Didier Gallas. Un de ces 4, Didier, je viens de voir, et tu me l'enregistres rien que pour moi, et je ferai une version bis. Je voudrais bien faire ça avec plusieurs potes, tiens. Pierre Marteau, et puis d'autres. On va y penser.
À Paris, en la rôtisserie du Petit Châtelet, au devant de l'ouvroir d'un routisseur, un faquin mangeait son pain à la fumée du roux, et le trouvait ainsi parfumé grandement savoureux. Le routisseur le laissait faire. Enfin, quand tout le pain fut beau frais, le routisseur happe le faquin au collet et voulait qu'il lui payât la fumée de son roux. Le faquin disait en rien avoir ses viandes endommagées, rien avoir du sien prix, en rien ne lui être débiteur. La fumée dont était question évaporait par dehors. Ainsi comme ainsi se perdait-elle, jamais n'avait été oui que dedans Paris on eût vendu fumée de roux en rue. Le routisseur répliquait que de fumer de son roux n'était tenu nourrir les faquins, et rognait, en cas qu'il ne le payât, qu'il lui ôterait ses crochets. Les crochets, c'est ce que les pauvres faquins, c'est ce qui leur sert à porter les charges, les pierres, les sacs et tout ça. Donc c'est l'outil de travail. Quand on n'a pas même de charrette ou d'âne, qu'est-ce qu'on fait? On est soi-même le porteur, et c'est à ça qu'ils servent, les crochets. Le faquin tire son tribord et se met en défense. L'altercation fut grande. Le badaud peuple de Paris accourut au débat de toutes parts. Là se trouva à propos Saigny Johan le Fol, citadin de Paris. L'ayant aperçu, le routisseur demanda au faquin: « Veux-tu, sur notre différend, croire ce noble Saigny Johan ?»« Oui, par le Sambregois, » répondit le faquin. Ah donc, Saigny Johan, à voir leur discours entendu, commanda au faquin qu'il lui tirât de son baudrier quelques pièces d'argent. Le faquin lui mit en main un tournois Philippus. Saigny Johan le prit et le mit sur son épaule gauche, comme explorant s'il était de poids, puis le timpa sur la paume de sa main gauche, comme pour entendre s'il était de bonne aloi, puis le posa sur la prunelle de son œil droit, comme pour voir s'il était bien marqué. Tout ce fut fait en grande silence. Comme j'aime ce féminin, comme j'aime ce moment où la langue française ne s'est pas encore tranchée entre masculin et féminin. Tout ça fut fait en grande silence. Une silence. La silence. Vous croyez pas qu'on devrait se mettre tous ensemble et pousser silence pour le redonner à son féminin d'origine? Tout ce fut fait en grande silence de tout le badaud peuple, en ferme attente du routisseur et en désespoir du faquin. Enfin, le fils sur l'ouvroir sonnait par plusieurs fois, puis, en majesté présidentielle, tenant sa marotte au poing, comme s'il fût un sceptre, et affublant en tête son chaperon de martre Saint-Gess à oreilles de papier fraisé à point d'orgue, toussant préalablement 2 ou 3 bonnes fois, dit à haute voix: « La cour vous dit que le faquin qui a son pain mangé à la fumée du roux, civilement a payé le routisseur au son de son argent, ordonne la dite cour que chacun se retire en sa chacunière, sans dépens et pour cause. » Alors évidemment, après, il y a le vrai Triboulet qui arrive, ça continue, mais moi, je m'en tiens là. Et vous savez quoi ? Si vous trouvez ça un peu court, mon chapitre 37, c'est que Rabelais l'a pas écrit plus long, il n'y a rien qui vous empêche de le réécouter ou d'aller écouter un des 20 précédents que vous auriez peut-être manqué. Et à demain.